Bienvenue! Deuxième épisode du Ring de la Terreur sur la route de l'horreur, le channel YouTube. On est aussi disponible en audio partout sur toutes les plateformes que vous connaissez déjà. C'est le deuxième épisode du Ring de la Terreur, comme je disais. Le premier était sur le personnage d'Undertaker. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Ring de la Terreur, c'est un beau mélange entre la lutte et l'horreur. Donc, les deux univers qui s'entrecroisent. Et évidemment, aujourd'hui, on va parler de masques dans le monde de la lutte et qui font aussi référence un peu à l'horreur. Et vous allez voir qu'il y a des gens de l'horreur qui ont travaillé dans le monde de la lutte pour aider des lutteurs à avoir un look particulier avec leur gimmick, leur personnage. Et j'ai un invité aujourd'hui pour en parler. Un des membres de Entre deux chaises de métal encore. Entre deux chaises de métal, qui est le podcast que je fais avec TJ Holiday, qu'on a reçu pour l'épisode d'Undertaker, et avec Dave aussi, qui est là comme collaborateur à l'occasion. Entre deux chaises de métal disponible partout, YouTube et toutes les autres plateformes. Et aujourd'hui, j'accueille un pour qui l'horreur et les masques, une vraie passion. Dave Gould! Oh yeah. Le salut. C'est-tu rendu Jason Gray? Désolé pour la référence. Salut Jason. Comment ça va? Ouais, salut Jason, j'espère que t'écoutes ça. Comment ça va? Ça va très bien. Yes. Hey, écoute, on un tombe épisode... dans mes sujets préférés en plus. Là. Hein? Tu mélanges tout ça ensemble. L'horreur, le masque, la lutte. Yeah. Manquerait juste les soirs en série, puis ça serait parfait. Ça sent bien dans le prochain épisode. Non? Quelque part dans la saison. On a même dans la boîte des lutteurs soirs en série. Ça existe-tu, ça? Il y en a. Ouais. Là, je parle pas de personnages, je parle des vrais. Là. Il y a des tueurs, mais ils sont en série. En tout cas, c'est touché un peu comme... C'est à voir. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de masques dans le monde de la lutte. Il y a plusieurs masques et aussi, on se le disait hors d'onde, des maquillages aussi qui sont très horrifiques niveau gimmick personnage. Mm-hmm. Puis avant qu'on tombe dans le plus... j'avais pas le plus gore, mais dans quelque chose qu'on connaît un peu moins, dans un sujet plus underground, si on veut. On va y aller avec... je vais vous le dire tout de suite, là, c'est mon préféré de tous les temps pour un niveau personnage masque, surtout, là, parce qu'on s'entend que le niveau personnage Undertaker est dur à battre. Mm-hmm. Mais niveau masque, il y a peut-être un gars qui va venir de la côté prochainement, là, dans peut-être 5-10 ans, si je referai le podcast. Mais avec quelqu'un qu'on connaît beaucoup, Dave, puis on n'est pas trop loin de notre premier épisode, c'est le frère d'Undertaker. Kane. Ouais. Tu es d'accord avec moi que c'est un des plus beaux masques qui a été fait, ça? Ouais, les premiers. Les premiers sont très beaux. Les derniers étaient un peu moins... je les aimais un peu moins. Mm-hmm. Mais le premier, justement, qu'on voit celui-là, Ouais, le premier, c'est l'original. Ça, c'est quasiment une perfection comme un masque. Mm-hmm. Sauf que, comme il disait, il y avait de la misère à respirer dans ce masque-là parce qu'on voit très bien qu'il n'y a pas grand espace pour respirer. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça qu'il a coupé la bouche. Mais un coup qu'il a coupé la bouche, ça a enlevé beaucoup du mystique du personnage. Ouais. Ça a coupé beaucoup. Mais il y a un masque en particulier de Kane qui était super beau. C'était l'inverse de celui-là en ce moment. Il était noir avec des lignes rouges. On le voit-tu là-dessus? Sur YouTube, là, c'est le 5, hein, c'est ça? Il y en a un, je pense que c'est le 10. Ah, ok, ouais. Le 10, le 9. Moi, ces masques-là, je les aime beaucoup. Là. Ouais. Il avait l'air un peu noir. brûlé, hein? C'est ça, ils sont noirs. Ils sont plus sinistres que le masque rouge, je trouve. Mm-hmm. Mais ouais, ça, il y en a eu tellement aussi, là, que des petites différences, là. Ouais, c'est ça. Faut savoir aussi que Kane était supposé d'être... Le personnage de Kane en tant que tel était supposé être un one-off. C'était juste il cherchait quelqu'un pour se battre contre Undertaker parce que justement, il cherchait des monstres, des gros gars qui ça pouvait être un peu plus crédible là, contre Undertaker parce que dans ce temps-là, les gars de 3 pieds ne battaient pas celle de 7 pieds. Ça n'existait pas. Ouais. On ne pourra pas dans ce sujet-là tout de suite, là, mais... pour ça, on peut remercier le UFC et le MMA. Là. Comment ça? Pourquoi tout ça? Parce que c'est un peu à cause de ça que les gens ont changé, vu que ça a prouvé que la technique pouvait battre souvent les muscles. C'est vrai.
Donc, c'est un peu à cause de ça que ça a changé maintenant, mais ouais, c'était mieux avant. C'était pas mal mieux avant. Puis Ouais. c'est ça. Puis Kane, au début, le personnage de Kane, c'était vraiment comme un personnage qui est mystique, qui parlait pas, puis qui était en arrière d'un masque. Il voulait beaucoup faire comme s'il sortait d'un asile psychiatrique. Là, un peu à la Michael Myers. Moi, je pense que l'idée de base a été copiée beaucoup sur Michael Myers. Si on regarde ça. Mais Vince étant Vince, voulait en faire un super-héros de Kane. Il voulait que Kane look cool. C'était ça son approche. Puis à un moment donné, il avait même mis une cape. Là. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Ouais. C'est sa première entrée, il l'avait. Il l'avait, hein, dans sa première entrée. Mais je pense qu'il l'a fait une fois en show. Puis ils ont vu que ça se marchait peut. pas, puis ils l'ont enlevé. Mais je sais qu'il a fait une entrée avec une cape. Je me souviens pas exactement c'était quand, mais c'était pas sa première apparition, parce que sa première apparition, il avait fait un run-in. Ouais, c'était contre son frère, justement, à In Your House, Bad Blood 97, justement, il était rentré avec Paul Bearer, le fameux Paul Bearer que vous entendrez dans l'intro du Ring de la Terreur. C'est que le « Oh yeah! » Puis il était rentré avec, il avait détruit la cage. Puis il faut savoir aussi que Paul Bearer avait dit pendant plusieurs mois avant que son frère... Il avait-tu dit que c'était son frère au début? Oui, hein, il l'avait dit, je pense. Ouais. Il Ouais, avait ça dit que faisait c'était son frère. partie du mythique. Comme quoi que c'était Kane ou Taker qui avait brûlé la maison familiale, puis pensait que Kane était mort. Finalement, il Dans n'est un pas accident de mort. char, là, ouais, c'est ça. Puis c'est ça. C'était. C'était C'est une long grosse et affaire. Là. compliqué, mais c'était très bon. Ouais. L'histoire était écœurante. Là, finalement, ça a fini que Paul Bearer, c'était le père à Kane avec la mère de Taker. Ouais. C'est comme le demi-frère de Taker. On était rendu plus d'un feu de l'amour que d'autres choses. Là, Ouais, ça a viré un peu après, mais c'était une histoire d'horreur, là, justement. Ouais. Ça marche. C'était une maison funéraire qui avait passé au feu parce que les parents d'Undertaker tenaient une maison funéraire. Ils avaient brûlé la maison avec les parents puis Kane dedans. C'est une grosse histoire qui n'aurait pas dû passer, mais finalement qui a passé. Ouais. Ça a Très bien passé, puis passé. ça a duré des années. Il y a eu plusieurs layers à cette histoire-là. Ouais. Mais pour venir au masque de Kane, ce que Kane disait pour son masque surtout, c'est que oui, il avait de la misère à respirer un peu, mais ça lui a pas posé trop de problèmes. L'affaire, par exemple, qui n'a pas aidé, c'est qu'il y avait des straps qui attachaient son masque en arrière. Puis c'est à cause de ça que Kane a perdu ses cheveux. Et il disait que le soir, quand il enlevait son masque, après ça, il y en avait plein dans son masque, puis que le soir, il y a des cheveux qui tombaient de partout dans sa douche, dans sa salle de bain. Fait qu'à un moment donné, parce qu'au début, c'était ses vrais cheveux, si je ne me trompe pas. Là. Il y avait ses vrais cheveux, puis après ça, ça a été une perruque parce que justement, il perdait ses cheveux. Fait que, mais c'est ça. Sur le masque de Kane, dans le derrière du masque, c'est un gros anneau en métal. Ouais. Qui tenait les 4 straps dans le fond, qui avait 2 straps en haut, 2 straps en bas. Ça se rejoignait sur un anneau en métal. Fait que, puis l'anneau en métal était toujours dans ses cheveux parce qu'il avait les cheveux aux épaules. Ouais. Fait que c'est sûr que ça arrache. Puis Kane, avant de devenir Kane, Glenn Jacob, de son vrai nom, lui faisait un personnage de dentiste juste avant Dr. Isaac. Ouais, c'est ça. Isaac Yankem. Fait que c'est ça. C'est un personnage qui était cool. Il ressemblait un peu à Sid Vicious en plus laid, je trouvais. Là, mais mais Kane, même sans masque, il était peurant pareil. Ouais, c'est un dentiste avec une mauvaise dentition. Tu sais. Exact. Puis si vous savez, si les fans d'horreur, vous avez une idée de qui pourrait être Glenn Jacob ou Kane, ben c'est sûr que vous le connaissez parce qu'il a fait un film d'horreur qui a quand même très bien marché, Dave. 2 films. 2 films. Ouais, mais le premier était meilleur, me semble, non? Oui, le premier était meilleur. Le premier était meilleur. C'était ça un WWE Studio, un WWF Studio? Ouais. Ouais. Fait que les fans de l'horreur, est-ce que vous savez c'est quel film qu'on parle? Dave, peux-tu leur dire la réponse? See No Evil. See No Evil, qu'on va probablement parler à un moment donné dans le podcast parce que c'était un. Tu sais, pour un film WWE Studio, WWF sûrement à l'époque, c'est un film qui a pas mal bien marché pour ça. Là, c'est un bon slasher. Ouais, puis on se demandait aussi pourquoi, mettons, Undertaker avait jamais, avec T. Jones, on se demandait ça, pourquoi Taker a jamais pris son personnage pour le mettre dans un film. Ça aurait pu être pas pire aussi.
Ben, il a fait une couple d'apparitions dans des téléséries, Undertaker. Plus en biker ou en Non, Deadman? il en a fait un en Deadman, sais-tu dans Buffy? Oh, OK. Il me semble qu'il a fait, je me prépare ma main au feu là-dessus, là, mais je sais qu'il a fait une épisode dans une OK. émission qui était un peu, justement, Ben, Buffy, c'était dans quand même des vampires, là, fait que, c'est tu sais, ça, ça... c'est une affaire de paranormal où ce qu'il faisait justement un Reaper. Mhm, Il venait prendre des âmes, dans le fond, puis mhm. qui était dans le personnage, mais je pense que Taker l'a jamais fait parce que il voulait pas créer. Il voulait pas se faire connaître sur son vrai nom, premièrement. Il voulait Ouais. que la gimmick reste entière, puis que. Mhm. tu Protégeait sais, beaucoup le personnage, là, tu sais. exactement. S'il faisait des films avec son vrai nom, puis qu'il faisait n'importe quel. Tu sais, il en a fait un aussi avec Taker. Pas avec Taker, avec Hogan. Il a fait une apparition dans un de ses films aussi, là. Pas Monsieur Nounou, non? Non, c'était le film où Hogan il venait de l'espace, là. Commando quelque chose? Ça? Je sais pas c'était quoi, Ah, mais je sais que Undertaker était dedans, puis que OK. dans le temps Possible, où il. possible. Ouais, non, je sais qu'il était dedans. Il était roux dans ce temps-là. C'est ça un film d'horreur, non? Non, 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 sûrement pas avec, avec Hogan, là. c'était un film d'Hogan, là, OK. Ouais. semi-comique, action, là, genre. Ouais. Un film de superstar pour qu'il sorte un film pour faire de l'argent. Ouais. Mais non, c'est ça. C'était quand même très. C'était bizarre de le voir là-dedans. Mais je sais qu'il a fait des émissions, là. OK. Puis sinon, pour revenir au masque, ben, j'avais demandé à Dave un peu son top 3, mais c'est tough pareil de choisir parce qu'il y a beaucoup de personnages avec des masques puis horrifiques. Justement, on parlait d'Undertaker. Je sais que dans ton top, toi, t'as Mankind qui avait Ouais. un masque très différent des autres. Puis surtout au début, Mankind qui était pas mal l'opposant aussi, le plus crédible qu'Undertaker a eu. Mais son première grosse rivalité qu'il a eu, là, qui était crédible, mettons. Ouais, c'est sûr, ça. Mais non, c'est justement le personnage un peu. Il est un peu il est un peu démoniaque, un peu. Tu sais, c'est un caractère brisé. Tu sais, des enfants qui s'est fait boulier, un peu. Tu sais, qui est parti un peu vers la folie, puis tout ça, puis qui vivait Mhm. dans. Tu sais, c'est ça, là. Fait que c'est un gros personnage, beaucoup émotif. Ouais, il vivait un peu dans les gens des boiler rooms. Là. Il se tenait pas Ouais. mal dans les égouts, puis pas dans les C'est égouts, mais dans les places sombres, mettons. On peut dire c'est ça. ça. Tu sais, c'est un joueur de piano qui s'est fait briser les doigts, puis. C'est vrai, je Ouais. pense jamais quand je pense à Mankind, mais c'est vrai que c'était ça la gimmick originale de Mankind. Ouais. Puis c'était, ben, en tout cas, c'était, tu sais, enfance difficile, mettons, si on peut résumer. Ouais, j'imagine. C'était le Un autre. personnage, c'est ça, c'était un personnage brisé qui a fini par trouver du réconfort dans la douleur. Ouais, puis c'était le premier à s'associer avec Paul Bearer. Ben, en fait, c'est grâce à lui que Paul Bearer s'est tourné contre Undertaker pour la première fois. Hein, je ne me trompe pas, c'est en 80. Je ben, me Ouais, semble. C'était avant Kane, ouais. C'est en Ouais. 96, je me trompe pas. Fait Je que, sais pas c'est qui était venu en premier, mais il me semble que c'était. c'était Mankind en premier, ouais, ouais. Puisque Kane, c'est en 97, fin 97, fait que Mankind était là avant, je me souviens, mais ouais, ouais, Mankind avec Paul Bearer, donc Mhm. c'était cool. Puis après ça, Paul Bearer, je pense qu'après Mankind, je pense qu'il est allé vers Kane, justement. Parce Ouais. que plus tard, il est revenu avec Taker, là, dans les années où que Taker est revenu en Deadman. Là, mais... Ouais, ouais. Ouais, Mankind, c'est cool. C'est un beau personnage. Le masque, c'est pas le masque le plus terrifiant, mais c'est un personnage qui est complet comparativement à Mais le masque, bien démasqué. Bien démasqué, ouais. ouais, mais le masque était nécessaire pour le personnage Mhm. parce que ça le faisait au complet avec ça, tu sais. Puis justement, c'est sinistre, tu sais pas pourquoi il le porte. Ça cache pas son visage. Euh, Tu sais, tout ce que tu vois, c'est le personnage brisé, dans le fond, tu sais, Mhm. qui a besoin de se cacher derrière un masque parce que justement, il sait pas comment faire, genre, pour. Je sais pas, c'est. Le masque, Ouais. c'est toute une vibe, genre, au complet que tu pourrais pas vivre sans, dans le fond, là.
Puis il était violent aussi, puis il aimait la douleur, Mankind, fait que il aimait avoir mal, fait que c'était dur de le battre, puis même quand tu le battais, il revenait parce que c'était un peu, il vivait avec la douleur, c'est ça qui le motivait un peu, fait que c'est assez bizarre comme personnage, c'est assez weird. Ouais. Puis tu parlais tantôt Off-Screen aussi, c'est un personnage qui ressemblait à un mix entre Kane et Mankind, justement. On parlait de Abyss. Ouais. Pour ceux qui ont écouté peut-être plus la lutte du côté de TNA et Impact, un petit peu moins populaire que la WWEF et WCW, mais Abyss, qui était un personnage similaire à Mankind et Kane, était gros, quasiment 400 livres. C'est ça, mais tu sais, il y avait la grandeur, la grosseur à Kane, mais le design un peu à la Mankind. Le masque, sensiblement pareil, en fait, quasiment pareil, mais il couvre un peu plus le visage que Mankind. Mm-hmm. Puis, il y a aussi le fait qu'Abyss, on ne le connaissait pas avant. Non, c'est ça. Fait que personne ne sait c'est qui. Là. Tandis que Mankind, il avait besoin du masque pour différencier le personnage de son ancien personnage, Cactus Jack. Ouais, exact. Qui avait été connu ailleurs, dans d'autres fédérations, comme la CW, puis la WCW, même WWE, quand il était Jack Foley. Mm-hmm. Il a fait une couple de matchs de Enhancement Talent. Là. Ouais. Mais Abyss, ça a été long avant qu'on voit son visage. Là. Je pense qu'on l'a vu une fois ou deux, là, mais il a lutté un peu sans masque, mais ça a été vraiment long. Puis moi, j'aimais ça parce que le personnage a marché fort. Ouais. Il terrorisait beaucoup de monde. Fait que ça a été puis un aussi, des meilleurs il personnages. Il était brutal aussi, in ring. Sa présence au complet, c'était quelque chose. Puis je veux qu'on enchaîne avec plusieurs masques avant de tomber sur des histoires plus cinématographiques, horreur et modernes d'aujourd'hui. Ouais. Nomme-moi un peu là, que t'aimes et que t'apprécies pour le design du masque puis pour l'horreur aussi. Là. En ce moment, Penta. OK. Penta, je ne me souviens plus de son nom parce qu'il change à tous les 2 jours. Ouais. Mais ses masques, le mélange du masque, du make-up, c'est esthétique au bout. Mm-hmm. Pas mon lutteur préféré in-ring, mais le look, pour moi, il est sans faute. Là. Ouais, c'est un gars connu plus au Mexique puis il a fait sa renommée là. C'est un Lucha Underground star, mettons. Mais Lucha Underground, justement, son personnage dans Lucha Underground, je l'adorais. OK. C'est quoi la différence avec celui qu'on voit d'aujourd'hui? Il était vicieux. OK. Il y avait un maître OK. qui s'est révélé être Vampiro, un autre personnage horrifique. Oh, wow! Qui était son maître, puis qui donnait des ordres pour... il y a eu 2 matchs aussi, Penta Vampiro dans Lucha Underground. Tu parles de Vampiro qui était à WCW, là? Fait que, ouais. dans le fond, avant ou après? C'est après, là. Après quoi? Après la WCW, Vampiro. Oui. C'est bien après qu'il n'était plus en ring shape du tout, là. OK. À ce moment-là. Mais il a quand même lutté 2 matchs avec lui. Il me semble que c'était 2. OK. Mais vraiment, ouais, c'est ça, exactement. Vampiro, qui est un Montréalais d'origine en passant, là, il vit maintenant à Montréal après sa carrière de lutte. Il ne se ressemble plus pantoute. Apparemment, il a les cheveux courts et blonds. Donc, ben maintenant, il est assez... dans le temps de Lucha Underground, il était rasé. Il n'y avait pas de cheveux. Il était dans ce temps-là, il était... il faisait de... Voyons, Chris, excuse-moi, j'ai un blanc. pas grave. Arrive. Il était à la table des commentateurs, en fait. Il était commentateur. Il était commentateur avec un autre gars, puis il faisait justement... Ça tombait que c'était lui le maître de Penta qui brisait des bras à qui. Wow! Ouais. J'adore tout de ça. Il était plus vicieux, plus dark. Mm-hmm. Ouais, je sais. Je savais que ça ferait plaisir une photo de. Insane Clown Posse. Ouais. C'est ça. Fait que les deux étaient jumelés ensemble dans Lucha Underground, puis c'était très bon. Mm-hmm. Il y a un match très violent entre les deux aussi à la fin, parce que je pense que j'ai pas suivi l'histoire au complet, mais ça a viré un peu.
Ça a pas bien viré. C'était sadique aussi, là. Ouais, c'est ça, mais il était méchant, il avait aucun remords. C'est un vrai vilain. Tandis que là, en ce moment, c'est plus pirouette cacahuète. Là. Ouais, J'aime moins ça. Ouais. Il est moins dans le personnage, il est plus dans l'action. Là. Ouais, c'est ça. Mais ouais, il est plus comme tout le monde, en fait. Ben, c'est ça. C'est ça qui arrive. Ouais, côté masque, bien évidemment, il y a des masques que vous connaissez. Là, on va y aller quand même rapidement. Il y a Sting qui reprenait le personnage de The Crow. Sting a eu plusieurs personnages à la WWE. Il y a eu Surfer Sting, il y a eu d'autres maquillages à TNA aussi de Joker. Ouais. Mais son personnage le plus populaire a été évidemment celle de The Crow parce que évidemment c'est une reprise d'un film. Puis aussi on sait comment ça a fini pour l'acteur de The Crow, fait que ça n'a pas bien fini. Fait que tout ça ensemble mélangé, ça donne un peu le mythique de Sting, puis le personnage mystérieux qui se cachait dans les hauteurs des arènes, puis qui pointait le monde avec un bat de baseball, avec son long trench coat en cuir. Ouais, ça a beaucoup marché aussi parce que ça tombait d'un personnage un peu foufou, un peu très, 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 très babyface. À un gars vraiment dark. Ça a changé là, ça a fait un 180. Là. Ouais, ça a viré. L'affaire avec Sting, c'est qu'il utilisait beaucoup son personnage dans les shows comme Halloween Havoc, qui était un show thématique, puis il y avait souvent beaucoup de personnages déguisés en Sting, là, les 10-15 personnes avec les masques, fait que ça créait comme une ambiance Halloween, là, si on veut, fait que ouais. Ça marchait fort pour ça. Ouais. Écoute, le temps file, fait que j'ai tellement le goût de te parler de ça parce que il y en a qui vont me trouver fatigant, mais moi, je m'en fous. Un des meilleurs personnages créés à WWE, moi, c'est mon Undertaker moderne. Évidemment, à un moment donné, je vais peut-être avoir une émission spéciale juste sur lui parce que j'en dors plus la nuit. J'ai pratiquement toutes ces figurines qui sont sorties de lui, en fait, qui sont sorties de lui depuis le début, à part Husky Harris, évidemment. Et là, je parle de Bray Wyatt qui avait son clan, mais le personnage qui est fascinant, c'est qu'il est revenu à la WWE avec un nouveau personnage à un moment donné qui était The Fiend, un personnage quasiment imbattable jusqu'à temps que Goldberg le batte, mais ça, on en parlera dans un podcast de lutte à un moment donné, peut-être. Mais pour garder l'aspect horreur, c'est que Bray Wyatt est un très, très, très grand fan d'horreur. Puis pour avoir écouté ses podcasts, il s'inspire beaucoup de vieux films des années 70, des années 60, de la musique aussi. La musique est beaucoup présente dans son personnage. Des groupes metal, des groupes rock, hard rock surtout. Bray est beaucoup là-dedans. Puis il a travaillé, on va commencer tout de suite par là. Il y a une photo que tu m'as envoyée. Il a travaillé avec un des maîtres de l'horreur dans le make-up artist, dans l'FX, on peut y aller ainsi. Et tu nous le présentes, mon cher? C'est Tom Savini qui a fait en partie le masque de Fiend. Ouais. Puis comme on le voit sur la photo, il a participé à beaucoup de films d'horreur. Beaucoup dans les zombies. Oui, exact. Mais non, c'est ça, c'est un géant de l'horreur. Sûrement tous les films on va sûrement nommer un peu de ces films, mais dans tous les films qu'on va nommer make-up artist, acteur, c'est un grand, un très grand. Il a fait Dawn of the Dead en 1978. Il a participé à Creepshow en 82 aussi, Creepshow 2. Twisted Sister, Come Out and Play. Il a fait un caméo en 86. Puis ça, c'est des films que, comme tu me disais aussi, c'est qu'il a participé en tant que caméo, en tant qu'acteur, mais qui a aussi participé sur le make-up artist, sur les masques, sur les effets spéciaux. Dans le temps où il n'y avait pas d'effets spéciaux par ordinateur. Ouais, c'est ça. C'était tout du practical effect. Non, c'est un grand. Exact. Puis il a travaillé dans plusieurs trucs comme ça. Le dernier projet qu'il a travaillé dessus en tant qu'effets spéciaux, c'est de Black Phone. Puis justement, il travaille en collaboration avec Jason Baker, qui est un grand fan de lutte et aussi un ami de Bray Wyatt.
Donc, un ami de Wyndham Rotunda, de son vrai nom. Mhm. Ils ont travaillé ensemble pour créer ça. Ils ont aussi participé, ils ont fait un projet de court-métrage un court-métrage puis un film qui va sortir en 2023 où ce que Bray, justement, pendant l'année qui s'est fait congédier de la WWE, a joué là-dedans, a travaillé le personnage qui est en train de nous présenter en ce moment à la WWE avec son Uncle Howdy. Nouveau personnage de Bray Wyatt, nouveau masque. En fait, on ne sait pas si c'est lui en ce moment. Là. Non, c'est ça. Ben, ma théorie, là, moi te le dire tout de suite. Ma théorie, c'est qu'il y a plusieurs personnalités Bray. C'est un peu ça. Mais non. En effet, encore lui, on ne sait pas si c'est lui encore. Puis, il y a bien du monde qui n'aime pas ça parce que c'est deep. Là, hein? Ça va deep dans la lutte, mais moi, je trouve que tu as besoin de ça. Oui, mais il y en a qui n'aiment pas ça parce que c'est justement trop film. Ouais. Passé basé dans la réalité, mais en même temps, c'est les mêmes personnes qui disent que faire 4 flips dans les airs avant de tomber, c'est normal. Fait que, shot fire. Bon. Non, mais en fait, c'est des gens qui. C'est les mêmes gens qui disent que ça n'a pas de sens, mais que faire 80 finishers, ben, c'est normal, puis c'est logique. T'sais. La lutte reste comme un divertissement puis un spectacle. C'est un cirque un peu aussi. Là, Je parlais du masque un peu de Uncle Howdy. Il y a un masque, mais il y a un personnage aussi qui se cache en arrière de ça. Donc, il y a des rumeurs qui disent que c'est son frère, il y a d'autres rumeurs qui disent que c'est des amis, que c'est lui. Il y a des tests psychiatriques qui ont été faits à Bray Wyatt aussi. En tout cas... C'est un masque qui est basé sur son vrai oncle aussi. Oui, qui est Wyndham, Barry Windham. Qui faisait un personnage de cowboy, dont le Howdy. C'est vrai. Puis ce qui est drôle, c'est que Bray Wyatt a son personnage, son oncle faisait un cowboy, puis son père faisait un gars qui paye, un ramasseur de taxes. C'est bizarre comme famille quand même. C'est sûr. Mais ouais, c'est ça. Écoute, c'est une petite famille de fuckés, ça. Merci la lutte. C'est juste dans la lutte que c'est normal de faire ça, Puis, pour revenir à Tom Savini, ben c'est ça, il a fait beaucoup de bons projets. Je suis sûr que les fans de l'horreur, vous le connaissez beaucoup, là, ceux qui vont écouter ça. Il a participé à Machete aussi. Il a même fait une émission des Simpsons dans un spécial Halloween, je ne me trompe pas. Il était impliqué là-dedans. C'est un des nombreux caméos de vedettes dans les Simpsons. Les Simpsons, ouais. Mais ouais, c'est ça. Il a fait beaucoup de films de caméos, de zombies. Il était souvent dans le make-up de zombies lui-même. Puis même dans les affaires de vampires, tout ça aussi. Là. Je me souviens de l'avoir vu dans un caméo vampire. Non, mais c'est ça. C'était un grand. Là, juste les films de zombies dans le temps où c'était juste practical effect. Là, c'était intense. Là. Je veux dire, tous les zombies que tu voyais en caméra, c'était tout maquillé. Là, c'était tout du practical effect. C'était. C'est de la grosse job. C'est un très, très, très grand bonhomme dans l'horreur. C'est sûr qu'on n'a pas le temps de faire tous les masques qu'il y a eu dans le monde de la lutte, mais... on peut y aller en rafale, si tu veux. Là. Ben, vas-y, je te laisse y aller. Vas-y. La Parka, qui est un lutteur qu'on voyait avec le bodysuit au complet en squelette. Il y avait aussi... voyons, il y a Seven qui a eu un personnage. Il y a Seven, puis il y avait aussi. Il a fait aussi un personnage de Goldust qui était un peu bizarre dans le temps aussi. Ouais, un beau make-up qui n'était pas tant horreur, mais. Ouais, c'est ça. Il y avait aussi. Il a fait un personnage à TNA là, dont le nom m'échappe, qui était aussi horreur. Ça jouait beaucoup avec le make-up, mettons. Là. Ça jouait beaucoup avec le make-up, puis le même habillement que Goldust. Goldust, ouais. Mais en noir et argent. Ouais. Qui se battait contre un gars qui s'appelait Relic, qui était aussi un personnage d'horreur avec un masque. C'est vrai. Relic, Killer à l'envers, c'était pas très original. Relic, Killer. C'était comme le Criss Cross de la lutte. Exactement. C'était pas très, très bon. Il y avait... Mais ça, c'était dans le temps, il se battait contre Abyss, justement. Le personnage. Celui qu'on a parlé tantôt de TNA.
Parfait, ça. Il y a aussi au Japon, il y a eu beaucoup de personnages qui étaient reliés aux films d'horreur directement, comme Leatherface, qui ont fait. Puis même à Memphis dans le temps aussi, là, dans le temps des territoires. Ouais. Beaucoup de personnages, Jason, Michael Myers, ça a tout été des personnages de lutte aussi. Au Québec aussi, on a vu pas mal. Au Québec parlais aussi. de ça. Là, tu parlais de Scream, un lutteur qui arrivait avec un masque de frisson. Oui, il y avait la famille Scream, dans le fond. Il y en avait 2 ou 3. Puis, ouais, c'est ça. Il arrivait avec des masques de Ghostface. D'ailleurs, je t'interromps 2 secondes. On parle de Québec puis de personnages un peu mythiques. Ben, le Beast King, Frankie the Mobster, qui avec ses maquillages, son serpent, il crache du sang souvent. Son masque d'entrée aussi était très, très beau. C'est comme des cornes. Puis pour ceux qui écoutent le podcast et qui connaissent Marc-André Boulanger, acteur aussi, lutteur, qui a participé à un film d'horreur qu'on va vous reparler prochainement parce qu'on va essayer d'avoir Marc-André au podcast qui va venir nous parler de ça et un producteur et un réalisateur du film donc, qui a participé. Donc, vous allez bien aimer ça. Vous allez voir, Marc-André parle beaucoup et il est très divertissant. Donc, ceux qui ne l'ont jamais vu en podcast, là, ça m'étonnerait que vous ne l'avez jamais vu en podcast parce qu'il est partout, là, mais vous allez triper là-dessus. Un chic type. Il y avait aussi The Great Muta qui oui, c'est une légende. Mais dans les dernières années, ça a beaucoup viré vers l'horreur, ses masques. Il a changé beaucoup ses maquillages pour des masques. Ouais. Il y avait des grosses entrées avec des masques super. Il était écœurant, ces masques. Mais le Japon, c'est un peu ça aussi. Ouais, ben oui, c'est beaucoup dans le showmanship. Mais ça, c'est Great Muta WCW. Ouais, pour ceux qui l'écoutent sur YouTube. Et puis, mais vers la fin, là, c'était beaucoup les masques qui étaient très, très, très. Ils changeaient beaucoup de masques, c'était beaucoup détaillé. Très beau masque. Si vous allez voir ça, c'est excellent. Great Muta qui a déjà fait équipe avec Sting aussi, je ne me trompe pas. Ils ont déjà été partenaires ensemble. Mais oui, c'est un personnage plus grand que nature, le Great Muta. Là. C'est un peu le Hulk Hogan américain, si on veut. Là, c'est beaucoup de monde qui connaissent Great Muta. Ouais. Avec les mists, les mists faisaient partie du personnage beaucoup aussi. Sinon, il y avait beaucoup. Même Rey Mysterio, il y a eu une coupe de masques qui était assez. Faisait référence au film. Ouais. Faisait référence au film. Beaucoup 2 masques de Joker dans les dernières années qu'il a fait. Mais il y a même les premiers masques qui étaient assez. Surtout quand ils ont juste une couleur comme mauve, tout ça, ça peut être très sinistre. Ça marche très bien. Sinon, il y a eu beaucoup de personnages. Justement comme Vampiro et ces personnes-là, il y a beaucoup de personnages qui n'avaient pas besoin de masque pour être horrifiques. Ouais, horrifique parce que leur visage était comme un peu, ils faisaient peur avec le look, dans des styles un peu plus gothiques là, à l'époque où c'était vraiment plus populaire, là, mais mettons, tu penses, moi je pense à Kevin Sullivan. Ouais. C'est vrai. Qui dans le temps des territoires, qui avait sa propre faction un peu, justement, de Devil Worshipper, un peu satanique, qui avait justement des maquillages aussi qui ressemblaient beaucoup au maquillage black metal d'aujourd'hui. Là. Ouais. Fait que, il y a eu beaucoup de personnes comme ça. Il y a eu... qui d'autre qu'il y a eu d'un personnage masqué? Horrifique. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu tellement que ça devient compliqué. Puis, avant de te laisser, Dave, parce qu'on on arrive à la fin de l'épisode, au Ring de la Terreur, qu'est-ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va prendre des films d'horreur que des lutteurs ont participé et beaucoup de navets là-dedans. Fait que je vais t'inviter à revenir sur un de ces navets-là. On s'en trouvera un ou deux ensemble, là, puis on se refera un épisode sur ce navet-là. Je pense que ça va être écœurant. Je sais que les fans de Sur la route de l'horreur aiment bien ça, c'est ce genre de truc-là. Donc, je pense qu'on va se redonner rendez-vous pour ça. Merci d'être venu pour le spécial masque. Évidemment, on va essayer d'avoir d'autres invités qui ont le rapport avec ça au courant de la saison. Donc, merci Dave. Yes.
de venir partager ta passion avec nous. Et on se revoit très bientôt pour parler de lutte et d'horreur. Merci Sans aux problème. fans sur la route et sur le ring de la terreur.